Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, on va revenir vers Fukushima avec un témoignage. Le témoignage d'une femme qui a décidé de quitter le Japon une semaine après les réacteurs de la centrale de Fukushima, donc le 11 mars 2011. Nous avons recueilli ce témoignage pendant une rencontre la semaine dernière à propos de Fukushima, qui était organisée à Barbantane, à côté d'Avignon. Alors, cette jeune femme va nous expliquer pourquoi elle a quitté sa maison, sa région, sa famille, sa vie. Elle va nous raconter son périple d'une semaine à travers le Japon pour fuir la mort, ce sont ses propres termes, et puis sa décision difficile, douloureuse, quasiment impossible en fait, de quitter le Japon. Elle n'y est pas retournée depuis. Je voudrais en fait bien replacer aussi ce témoignage dans le contexte actuel. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le Japon se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2020, que la préfecture de Fukushima est pressentie pour recevoir certaines des épreuves. Il est donc hors de question pour les autorités japonaise qu'on parle de contamination radioactive. Et évidemment, tout est fait pour faire croire à un retour à la normale. Donc d'une part, il y a une politique de retour des réfugiés vers leur ville d'origine. C'est-à-dire que le gouvernement japonais a décidé qu'en mars 2017, il allait couper toutes les subventions qui permettaient aux réfugiés de se loger hors des territoires contaminés. Et puis plus généralement, tout est fait pour vanter le bien vivre à Fukushima, la fierté d'habiter cette région, avec partout dans le Japon la promotion des produits agricoles locaux et puis l'implication, la participation des habitants, des intellectuels, des artistes à cette propagande, cette participation qui est vivement encouragée par les autorités. Bref, on peut vivre à Fukushima, mais il semblerait qu'il suffirait pour ça d'oublier que la radioactivité est partout, que la situation des rejets radioactifs qui proviennent de la centrale nucléaire est loin d'être résolue si elle est résolue un jour, que le travail de fourmi de décontamination des sols est impossible, que les déchets radioactifs s'accumulent, qu'il faut vivre avec un dosimètre pour mesurer la radioactivité toute la journée, qu'il faut contrôler sa nourriture et qu'il faut essayer de taire son inquiétude sur la santé de ses enfants. Bref, voilà la situation aujourd'hui à Fukushima. Alors, je vous propose d'écouter le premier extrait du témoignage de cette femme qui a donc choisi de quitter le Japon. Et ce premier passage raconte la journée du 11 mars 2011 telle qu'elle l'a vécue. Donc, moi, je vivais dans une ville qui s'appelle Miharu. C'est une jolie petite ville dans les montagnes. Et là, c'est ça, dans les montagnes. C'est ici. Ce n'est pas tout de suite côté de la mer. Donc, moi, je n'ai pas vécu le tsunami. J'ai vu à la télévision des images incroyables et presque en direct. Et c'était un grand choc. Mais tout de même, moi, je n'ai pas vécu réellement ce danger. Mais, attends, qu'est-ce que je veux dire ?
En tout cas, dans cette petite ville Mihalu, il y avait un petit cercle d'amis dans lequel il y avait donc une femme qui était très militante à partir de Tchernobyl, contre le nucléaire. C'était une femme très douce, souriante, qui s'énervait jamais, mais elle était convaincue, hein, un dur militante antinucléaire. Et donc, avec l'influence de mon père, aussi de cette femme, donc j'étais un peu engagée, assez timidement, mais dans le mouvement antinucléaire. Donc, moi, je savais que la centrale de Fukushima avait la faiblesse contre le tremblement de terre et tsunami. Parce que c'était déjà une centrale, une des plus vieilles centrales du Japon. Et puis, donc, comme Dominique a dit, il y avait le système de refroidissement de secours au niveau de la mer et tout. Et ça a été déjà révéré par plusieurs personnes. Donc, moi, je le savais. Donc, le 11 mars, vendredi, quand j'ai vécu la secousse, tout de suite, on a pensé, alors, la centrale, est-ce que ça va? Alors, le tremblement de terre, c'était vraiment un des plus grandes secousses que j'ai vécues, enfin, le plus grande secousse que j'ai vécue dans ma vie. Alors, au Japon, c'est quotidien, hein? Il y a tout le temps des petites secousses. Et voilà, ça secoue. Et puis après, voilà, on rigole. Et donc, on est très habitués. Mais celle-là, c'est vrai que c'était grand et ça a duré longtemps. Et moi, j'étais dans un salon de coiffure avec ma fille qui avait 3 ans à l'époque. Et puis, voilà, ça commence à secouer et de plus en plus fort. Et donc, le coiffeur m'a dit, ah bah, il faut aller dehors. Donc, on est allé dehors. Et après, on a vu les tuyaux de toit commencer à tomber et les vitres de fenêtres se casser. Et puis, moi, j'ai vu derrière ma fille le poteau d'électricité, ça vacillait comme ça. Et c'est vrai que là, on a eu un peu peur. Et ma fille, elle a crié. Et puis, mais donc, on s'est mis sur un grand terrain vague et puis on s'est accroupi pour ne pas tomber. Et finalement, ça s'est passé. Et puis, en rentrant à la maison, donc on a pensé, on s'est demandé la centrale où ça en est. Bon, mon mari est rentré aussi assez tôt, mais il faut dire que à la maison, donc, alors, comme dans cette ville, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts de tremblements de terre, il faut dire. En fait, on rentre à la maison. Bon, il y avait des vaisselles qui sont cassées, mais c'était pas très grave. L'eau, ça marchait, l'électricité marchait, et le gaz marchait, en fait, tout marchait. Et, sauf le téléphone ne marchait pas, c'était saturé comme tous les cas de grands tremblements de terre. Et donc on allume la télé, et on voit que c'est une grande catastrophe partout dans le Japon. Mais il disait donc toujours pour la centrale est arrêtée en toute sûreté et aucune radiation n'est détectée. Et donc, et c'était seule information qu'on avait jusqu'à soir. Alors, donc, le tremblement de terre est arrivé donc vers 15h et jusqu'au soir. Il disait rien que ça, rien d'autre que ça. Mais comment on a... Alors, le jour même de tremblement de terre, vers 20h30 le soir, donc nous, on a commencé à préparer le dîner. Et en fait, cette amie dont je vous ai parlé tout à l'heure, antinucléaire, elle est venue en voiture nous voir
parce que le téléphone ne marchait pas. Donc il est venu directement chez nous pour nous dire qu'il a entendu que à Fukushima, centrale de Fukushima, il n'arrive plus à refroidir les combustibles, et ce qui signifie qu'il y aura une explosion après. Et vous avez une petite fille, et avec l'explosion, donc il y aura une grande vague de radiation qui va arriver. Et votre petite, il ne doit surtout pas recevoir ça. Et il faut partir tout de suite maintenant. Et voilà. Et comme nous, on avait une grande confiance à cet ami, donc voilà, on a décidé de partir. Et on est parti, on a chargé la voiture, et on est parti 10 heures le soir. Et on y est, si on est retourné une fois, mais après, donc, on n'y est pas retourné à notre maison. Ça, c'était presque la dernière nuit, la dernière fois. Mais très heureusement, on a eu la présence d'esprit de prendre le passeport, le carnet de santé et des documents bancaires. De prendre tous les documents importants, en fait. Mais c'est vrai que moi, en y pensant, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que peut-être je ne pourrai plus jamais revenir ici. Et c'est comme ça que, voilà, on a pris tous les documents. Alors, je n'ai pas envie de trop commenter tout ça parce que je crois que ça parle vraiment de soi-même. Simplement, moi, je note le fait qu'elle a été alertée par quelqu'un qui connaissait les dangers de la radioactivité et qui savait que le refroidissement des réacteurs était arrêté et que donc c'était une véritable catastrophe nucléaire. Et que donc, devant ce genre de problème, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est effectivement de partir. Alors, on va poursuivre avec le deuxième extrait qui est en fait la partie où elle raconte que pendant toute cette semaine qui a suivi, donc du 11 mars au 18 mars, elle-même et sa famille ont en quelque sorte traversé le Japon en fuyant la radioactivité. Je vous laisse écouter. Donc, le 11 mars, nous sommes partis et puis nous sommes allés chez mes parents qui habitent ici, juste au bout de cette presqu'île. Et en pensant qu'on allait s'installer pendant quelque temps chez eux. Mais en arrivant, nous avons reçu de la part de l'ambassade de France un mail qui disait que ceux qui peuvent, il faut partir vers l'Est. Donc ça s'était adressé aux ressortissants français qui habitaient dans la région de Tokyo. Alors, région de Tokyo, c'est ici. Donc Tokyo, il est là. Et donc, c'est par ici qui habite ici. Et ils expliquaient que c'était... Donc, nous, on est parti, excusez-moi, on est parti le 11 mars. On est arrivé chez mes parents le 12 mars. Et l'après-midi du 12 mars, donc, effectivement, il y a eu la première explosion. Et c'était le 13, je pense que c'était le lendemain, 13 mars, qu'on a reçu le mail de l'ambassade. Donc, après la première explosion, donc, ils pensent que la région de Tokyo aussi est en danger. Donc, ceux qui peuvent, il faut partir vers la région de l'Ouest, c'est-à-dire donc par là, ici. Et avec ce mail, donc nous avons décidé en fait de repartir de chez mes parents vers la région de l'Ouest. Donc je pense que c'était le 13, le soir, dans la nuit, qu'on a fait encore
comme ça, c'est l'itinéraire pour arriver ici. En fait, ici, j'avais une tente, à côté de mon père, qui pouvait m'accueillir. Donc ici, c'était chez ma tante, mais on n'a pas pu rester longtemps. Et donc, finalement, on a trouvé donc une maison vide, ici dans cette région-là, et on est arrivé. Mais dans cette maison, il n'y avait rien dedans, c'était quasiment vide, il faisait froid. Bon, mais donc c'était pas très confortable. Mais bon, nous, on avait pensé y installer. Alors, ce que nous cherchions, c'était donc un endroit pour installer en long terme, en fait. Parce que, donc, on avait compris au cours de route, il y avait une deuxième explosion et troisième explosion. Et on a compris qu'on ne pouvait plus retourner à Fukushima. Et donc, ce qu'il fallait, c'est de trouver un endroit, s'installer un peu à long terme. Je ne dirais pas pour toute la vie, mais s'installer et commencer la vie, et aussi accueillir d'autres qui allaient partir. Parce que nous, on était des premiers, vraiment des premiers à partir, mais après, tout le monde, moi j'ai pensé que tout le monde allait partir. Et donc, il faut un endroit pour les recevoir. Alors, donc, on a commencé à s'installer là-bas, mais il a fallu tout acheter, enfin tout acquérir. Même des tables, des vaisselles, et on a commencé à donc demander des habits pour les enfants, et aussi acheter un frigo, des choses comme ça. Et on a passé en fait une semaine en faisant cette périple. Alors, mais donc c'était une semaine inoubliable, et qu'on a vraiment le sentiment d'être, voilà, de fuir de grands dangers, qui était presque pour nous, qui est équivalent de la mort en fait. La mort nous peut se lier et on fuit, on s'échappe à tout près de ça. Et puis pour nous, c'était possible en fait qu'il y a donc une explosion plus grave et que tout le Japon est contaminé et que tout le monde doit partir aussi. Mais une chose que c'est ça, que je me raconte toujours, c'est que c'est vrai que notre sentiment quand on parle de Fukushima, c'était ça, il y a un grand danger. Et puis, effectivement, il y avait des gens, des personnes qui habitaient juste à côté de Centrale et qui a été encore là au moment d'explosion, qui ont eu des radiations de quantité très très importante et qui ont eu des ennuis et aussi, bon, ce n'est pas officiel, mais c'est ça, qui sont décédés aussi. Mais en arrivant déjà chez mes parents, vous voyez, c'est 250 km en fait de Fukushima jusqu'à chez mes parents. En arrivant chez mes parents, on était surprise que tout est comme d'habitude. Alors, les gens, ils allaient au restaurant. Alors, quand on passe à côté de restaurant, les gens, ils étaient en train de manger, avec, voilà, l'air très détente. Et puis mes parents, ils n'ont pas compris non plus. Et pourquoi tu es arrivé ici alors qu'il ne se passe encore rien? Et aussi qu'à la télé, ils disent qu'il n'y a aucun danger. Et puis, en arrivant vers l'ouest, c'était encore plus.
On a l'impression qu'on est venu dans un autre monde et que ce qui s'est passé, Fukushima était un rêve. Mais en même temps, à la télé, il disait qu'il y a trace une explosion et que même les commentateurs, en regardant les images d'explosion, ils ne trouvaient pas les mots devant la gravité de situation. Et en arrivant donc dans cette maison vide de partie ouest, ce qui était donc très difficile, c'était donc la situation, il n'y avait rien, et puis on ne connaît personne, mais aussi donc les réactions des voisins, par exemple. Donc on s'est présenté aux voisins qui étaient très surpris de nous voir. Ils ne comprenaient pas pourquoi on était venus jusque-là. Et puis, oui, je ne sais pas comment dire, mais ils étaient très, il faut dire, froids. Ils ont dit « Ah oui, d'accord, je suis désolée ». Et puis, voilà, il n'y avait rien d'autre comme réaction. On a eu des expériences, plusieurs expériences comme ça dans cette maison et qui nous a beaucoup découragés aussi pour y rester. Et aussi, notre fille a commencé à être un peu malade à cause de froid, les fatigues et tout. Je vous dis comme ça parce que je cherche le prétexte d'être partie finalement. Alors, cette phrase, elle est cruciale, je trouve, personnellement. Je cherche le prétexte d'être partie. On va voir dans le troisième extrait comment cette femme développe cette idée, en fait. Voilà, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était aussi, en dehors de l'émotion qu'on sent ces 5 ans après, là, qu'on sent toujours dans la voix de cette personne qui a dû partir, c'est le décalage entre la réalité du danger, qu'elle avait bien compris, et les informations qui sont montrées à la télévision et la réaction des gens qui les voient arriver. Comme si, elle dit, Fukushima, c'était comme un rêve, rien ne s'était passé. Voilà, vous êtes bien sur Radio Galère, vous êtes bien dans la demi-heure radioactive et on est en train d'écouter le témoignage d'une dame qui a quitté le Japon après le 11 mars 2011. Le troisième extrait que je voulais vous faire écouter, c'est son départ définitif du Japon vers la France, où elle habite maintenant. Et moi, j'ai sous-titré ça, le départ du Japon ou la décision impossible. C'est-à-dire que le 18 mars, une semaine après la catastrophe et de notre départ, nous avons décidé de partir en France, quitter le Japon. Et pourquoi? Parce que concrètement, l'ambassade de France offrait des places dans les avions de rapatriement. On pouvait partir en France et on avait des passeports. Mais c'était une décision donc très difficile à prendre en fait. Et on a eu peut-être information juste 16 ou 17 mars qu'il y a la possibilité de partir du Japon pour aller en France. Alors ça nous a beaucoup tenté, mais en même temps, toute la famille de ma famille, elle est encore à Chiba, enfin là c'est endroit, chez mes parents. Et puis à Fukushima, moi j'ai des amis, j'ai mon oncle et ma cousine. Et puis dans le refuge l'Ouest, donc j'avais des amis. Nous, on n'était pas les seuls
Nous, on était 3, et puis il y a 2 autres qui sont venus en même temps que nous. Et après, en fait, au fur et à mesure, les gens, ils arrivaient petit à petit, parce que eux aussi, c'était des gens de Tokyo, mais aussi comme ils étaient conscients de danger aussi à Tokyo, donc ils venaient dans ce refuge. Donc on commençait à recevoir des gens. Et aussi, j'ai reçu mes neveux aussi, 2 neveux qui habitaient à Tokyo. Donc on était nombreux dans la maison. Alors comment nous, tous les 3, on peut partir? Alors que nous, on était censés faire le refuge. Oui, être dans le refuge, oui, faire le refuge pour tout le monde aussi. Recevoir les gens et c'est ça, qui doit partir de là-bas. Alors, c'est ça. C'était une... même aujourd'hui, je ne sais pas comment me justifier, mais on a pris la décision de partir. Et c'était... Donc, c'était pour notre fille, on peut dire, mais aussi pour nous. On était découragés aussi un peu de là-bas, de cette maison, de la région, les gens qui ne comprennent pas et tout. Et puis, voilà, on avait cette opportunité. Il y avait l'avion, et puis nous, il y a mes beaux-parents qui voulaient bien nous accueillir. Mais, vous savez, même aujourd'hui, c'est très difficile. Comment j'ai pu partir en laissant, heureusement, bon, de toute façon, tout ce qui est passé, c'était très, très malheureux. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu une dernière explosion comme moi j'ai imaginé, et que tout le Japon serait, c'est ça, gravement contaminé. Ça n'a pas eu lieu. Donc, mes amis avec qui j'étais dans cet refuge, ça va, ils vivent bien aujourd'hui. Ils vivent bien, ils sont un peu dispersés dans d'autres parties que le Fukushima. Mais moi, je sais qu'ils ont établi leur vie et ils vivent. Mais si, après notre départ, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas comment j'aurais pu me justifier. Mais donc, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, les romans des réfugiés, que tous les gens comme ça qui se sentent, tout en sachant complètement que ce n'est pas notre faute. Mais je pense qu'il y a certaines parties de gens aussi qui n'arrivent pas à partir avec cette mal de conscience. Alors, pour résoudre ce mal de conscience, il faut absolument que c'est l'autorité qui agit, n'est-ce pas, de dire partir, forcer les gens à partir. C'est parce que tant que l'autorité dit que c'est sûr, vous pouvez rester, vous n'avez pas de raison de partir, ça c'est de notre responsabilité, que la décision de partir. Et que c'est ça qu'on doit chercher pendant toute la vie, et ça c'est très injuste. Il faut que l'autorité dise aux gens de partir. Et aussi assure d'une manière donc matérielle le départ des gens. Et voilà, c'est à peu près mon histoire. Donc après, je suis venue en France, et je vis en France. Et une fois, je suis retournée à Fukushima, et parce qu'on a laissé la maison telle qu'elle était. Il a fallu quand même le ranger et le rendre à la maison qui était en location. Donc on est retourné une fois. On est resté pendant 5 jours à Fukushima. Et voilà. Et depuis, je n'ai jamais retourné au Japon. Alors il y a des raisons. Il y a des raisons artificielles, mais je pense qu'au fond, moi je me dis que là je suis traumatisée en fait de cette expérience. Chaque fois que je me dis, il faut que j'aille au Japon, je me dis, mais si jamais.
il y a encore le tremblement de terre. Ou s'il y a un tempéré qui fait tomber le réacteur qui est penché. Mais c'est vrai, il y a une sorte... Moi, je me débrouille donc pour ne pas partir. Et donc, ça fait 5 ans que je ne suis pas retournée au Japon. Mais quand même, mes parents sont vieux. Il est peut-être temps que j'y aille. Mais voilà. Cette année aussi, je n'arrive pas à prendre la décision. Je dis non, mais on n'a pas assez d'argent et les vacances sont trop courtes. Voilà, je n'y retourne pas. Voilà, c'est la fin de ce témoignage. En fait, je ne sais pas très bien quoi dire. Voilà, c'est l'exemple de la tragédie individuelle qui découle de l'industrie atomique. Voilà. Et en plus, elle le dit parfaitement bien, c'est que le gouvernement, les autorités doivent prendre leurs responsabilités en disant aux gens qu'il faut partir, au moins qu'ils aient ce courage-là. Parce qu'autrement, ils laissent à chacun la responsabilité de sa propre décision. Et comme elle le dit très bien, c'est injuste. C'est pas aux victimes d'être responsables. Et elles sont mises en plus devant un choix qui est impossible. C'est-à-dire, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste ? Si on reste, on met en danger ses enfants, on se met en danger. Et puis, si on part, on peut imaginer le désespoir. Mais alors aussi, ce qu'elle décrit très bien, je trouve, c'est la culpabilité, en fait. Hein, il faut qu'elle se justifie, en plus. Ça pour moi, c'est terrible, en fait. On est complètement soumis à une autorité qui décide pour nous si on doit... Voilà, d'anéantir notre vie physique, hein, avec les conséquences sanitaires déplorables qu'on connaît bien, dont on vous parle depuis 6 ans, ici, sur Radio Galère. Et puis la destruction de ce qui fait qu'un être humain est un être humain, hein, sa décision de choisir, de vivre là où il veut, en liberté. Bien, voilà, sachez simplement que c'est exactement ce qui nous attend s'il se passe quelque chose en France, et que le seul conseil que je peux vous donner personnellement, c'est de partir. Donc ayez toujours votre passeport prêt. C'est terrible à dire, je n'arrive même pas à imaginer que je suis en train de dire des choses pareilles. Voilà, et puis un décret, on en a parlé il y a 15 jours, il y a un décret qui est en train d'être préparé là pour relever les normes dites acceptables auxquelles nous serons soumis si un réacteur explose en France. Donc on va vous expliquer que vous pouvez prendre de la radioactivité, que ça va très très bien et que surtout il ne faut pas partir. Voilà, merci à Sidi à la technique et puis à dans 15 jours. C'était la demi-heure radioactive.